Rome. Un empire légendaire qui semblait indestructible, régnant pendant plus de 1000 ans sur un territoire immense, symbole absolu de puissance et de grandeur. Mais un jour de septembre 476, tout bascule soudainement. Le plus grand empire que le monde ait jamais connu disparaît en silence, presque sans résistance. Mais comment une civilisation aussi puissante et avancée a-t-elle pu s'effondrer aussi brutalement? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Rome n'est pas tombée à cause d'une simple invasion barbare, mais plutôt en raison d'une série d'événements mystérieux et complexes. Corruption, élimination en série, complot au cœur du pouvoir impérial. L'empire était rongé de l'intérieur. À cela s'ajoute la montée du christianisme, bouleversant profondément les valeurs et l'identité même des Romains, ainsi que l'intégration maladroite des peuples barbares qui ont fini par prendre le contrôle total. Derrière la façade grandiose, des hommes ambitieux comme Ricimer, Oreste ou encore le jeune empereur fantoche Romulus Augustule tirèrent les ficelles d'une tragédie annoncée. Alors, comment Rome en est-elle arrivée là? Quelles intrigues secrètes ont précipité sa chute? Installez-vous confortablement, car vous allez découvrir la vérité cachée derrière l'une des chutes les plus fascinantes de l'histoire, celle de l'Empire romain d'Occident. Derrière les murs dorés des palais impériaux, Rome n'était plus que l'ombre d'elle-même. Dans les dernières décennies de l'Empire d'Occident, le pouvoir changeait de main à une vitesse vertigineuse, mais toujours pour tomber entre celles d'hommes faibles, corrompus ou simplement dépassés. Après la mort d'Honorius, un enfant nommé Valentinien III devient empereur. Mais en réalité, le trône n'est plus qu'un siège vide, car c'est sa mère, Galla Placidia, qui gouverne dans l'ombre. La cour impériale, rongée par la suspicion et les ambitions personnelles, se transforme alors en un véritable nid de serpents. Parmi ces serpents, une figure se détache. Le général Aetius, souvent considéré comme le dernier véritable défenseur de l'Empire. Grâce à son génie militaire, il parvient encore à repousser les invasions barbares et à retarder la catastrophe. Mais ce sursis est de courte durée. Par une décision incompréhensible et jamais totalement expliquée, Valentinien fait éliminer Aetius, privant Rome de son seul rempart face à la tempête qui approche. Le sort s'acharne ensuite. Quelques mois plus tard, Valentinien lui-même tombe sous les coups de 2 anciens gardes du général défunt. L'Empire est désormais à la dérive, sans pilote et livré aux ambitions de tous ceux qui rêvent de s'emparer du pouvoir. Mais le chaos ne fait que commencer. Car dans l'ombre, une force inattendue s'apprête à émerger, prête à manipuler l'Empire comme un simple pion sur un immense échiquier. Dans cette Rome en pleine agonie, un nom va dominer toutes les coulisses, Ricimer. Fils d'un roi barbare, mais élevé à la cour romaine, il incarne à lui seul le mélange de 2 mondes que tout oppose. Officiellement, Ricimer n'est jamais empereur, mais il tient entre ses mains le pouvoir réel, choisissant et renversant les souverains comme bon lui semble. Avitus, puis Marjorien, Anthemius ou Olybrius, tous montent sur le trône grâce à lui, et tous chutent quand ils ne lui conviennent plus. Élimination, trahison, manipulation. Sous Ricimer, la politique devient un art redoutable. Pour la population romaine, c'est une période de confusion et de peur. Les empereurs se succèdent si vite que personne ne se souvient de leur nom. L'État n'est plus qu'une façade, et derrière le rideau, Ricimer orchestre la lente agonie de Rome. Son décès en 472 laisse un vide béant. Désormais, plus rien ne retient la tempête. L'Empire, déjà fissuré de toutes parts, n'attend plus qu'un dernier souffle pour s'effondrer. Mais ce souffle va venir d'un endroit inattendu, et ce qui suit va achever de faire basculer l'Occident dans l'inconnu. À ce moment de l'histoire, l'Empire n'est plus qu'une illusion. Flavius Oreste, commandant de l'armée, profite du chaos pour déposer l'empereur en place et proclamer son propre fils, Romulus Augustule, souverain. Mais ce dernier empereur n'est qu'un adolescent, sans expérience ni légitimité. En réalité, c'est Oreste qui détient tout le pouvoir, même si la couronne orne la tête de son fils. La situation ne fait qu'empirer. Très vite, Oreste se heurte à Odoacre, chef des Hérules, un peuple barbare qui sert dans l'armée romaine mais ne se satisfait plus d'un simple rôle d'auxiliaire.
La confrontation est brutale. Oreste est éliminé, Romulus capturé. Fait rare, Odoacre préserve l'enfant empereur. Il se contente de lui demander d'abdiquer avant de renvoyer les insignes du pouvoir à l'empereur d'Orient, symbole évident de la fin d'une ère. En septembre 476, l'Empire romain d'Occident s'éteint. Il n'y a pas de grande bataille, pas de prise de Rome en fanfare, seulement un dernier souffle discret, presque triste, qui met un terme à un millénaire d'histoire. Mais cette disparition n'est que le point culminant d'un processus long et complexe, où la véritable invasion ne fut pas toujours celle qu'on imagine. À écouter certains récits, on pourrait croire que la chute de Rome ressemble à une grande vague de guerriers déferlant brutalement sur la ville éternelle. Mais la vérité est bien plus complexe et, d'une certaine manière, plus inquiétante. Les peuples dits barbares n'ont pas seulement attaqué Rome, ils s'y sont installés, étape par étape, parfois invités par l'Empire lui-même. Dès la fin du IVe siècle, les frontières, autrefois surveillées avec une rigueur militaire, se fissurent. Après le décès de Théodose, l'Empire est divisé entre ses deux fils, et la frontière du Rhin, principale barrière naturelle, devient une zone fragile. Les Wisigoths, menés par Alaric, entament un différend personnel contre Rome. Ils avancent en Illyrie, prélèvent impôts et rançons, puis s'en prennent à l'Italie. La tragédie culmine en 410. Après des mois de siège, Alaric pénètre enfin dans Rome. Le sac de la ville n'est pas qu'un simple pillage. C'est un choc mondial, une blessure symbolique profonde, la première depuis plus de 8 siècles. Rome, la ville préservée, n'est plus à l'abri. Mais ce n'est qu'un début. En 406, des bandes de Vandales, de Suèves et d'Alains franchissent le Rhin gelé, profitant de la désorganisation pour ravager la Gaule, puis l'Espagne. Dans la foulée, Francs et Burgondes prennent possession de territoires entiers. Plus tard, Ataulf, successeur d'Alaric, épouse même la sœur de l'empereur Honorius, obtenant ainsi un pouvoir inédit. Les barbares ne sont plus des étrangers, ils deviennent des protecteurs, des seigneurs, puis des rois. L'Empire, incapable de les repousser, tente alors une autre stratégie, les intégrer à ses armées, leur céder des terres et signer des accords. Mais ces concessions ne font que précipiter la formation de royaumes autonomes, véritables États dans l'État. En 451, Attila et ses Huns envahissent la Gaule, forçant l'Empire à unir ce qu'il lui reste de troupes avec les peuples déjà installés. Mais après cette victoire, le contrôle échappe totalement à Rome. Les fédérés, ses alliés d'hier, s'autonomisent, se partagent les terres et ne tardent pas à imposer leurs lois. Désormais, l'Italie elle-même est à la merci de chefs barbares qui n'attendent qu'un signe pour faire tomber les derniers vestiges de l'Empire. Pourtant, dans ce climat de tension et de mélange des peuples, une autre révolution se joue, invisible mais tout aussi déterminante. L'autre grand bouleversement de cette époque, c'est la montée fulgurante du christianisme. Pendant 3 siècles, cette religion a été persécutée, contrainte de vivre dans la clandestinité, accusée de tous les maux et traquée par les autorités impériales. Mais à partir du règne de Constantin, tout bascule. L'empereur attribue sa victoire à la protection du Christ, promulgue l'édit de Milan et offre aux chrétiens une place officielle dans l'Empire. Les postes clés de l'administration, de l'armée, de la justice se remplissent peu à peu de convertis. Les élites romaines se convertissent ou feignent de le faire pour rester proches du pouvoir. Mais cette évolution change profondément l'identité de Rome. Les vieilles croyances polythéistes, qui avaient jadis uni la population, s'effacent devant la foi nouvelle, bien plus tournée vers le salut de l'âme que la défense de la cité. Le vrai combat des chrétiens n'est plus contre l'ennemi extérieur, mais contre le péché intérieur. L'attente du paradis rend de nombreux Romains indifférents aux menaces bien réelles. Un vide se crée, une perte d'unité qui fragilise l'ensemble du système. Quand l'Empire vacille, il n'y a plus cette force morale collective capable de mobiliser la société comme autrefois. En Orient, la situation est différente. L'Empire est plus riche, plus urbanisé, et le christianisme y est solidement implanté. En Occident, la ruralisation, la pauvreté et les tensions religieuses accélèrent encore la désagrégation de l'État. La fracture est désormais irréversible. Pourtant, la religion n'est pas le seul facteur du déclin.
car sous la surface, les fondations économiques et sociales de Rome s'effritent jour après jour. L'économie romaine, jadis prospère, entre dans une période de crise profonde. Les conquêtes ont cessé, et avec elles, les flux massifs de richesses venus de l'étranger. Désormais, il faut compter sur les ressources locales, souvent insuffisantes. L'État, pour financer son administration, ses armées et les jeux qui maintiennent la paix sociale, multiplie les impôts. Mais la pression fiscale ne fait qu'accentuer les inégalités. Les riches trouvent toujours un moyen d'y échapper. Les pauvres, eux, croulent sous la misère. La société se divise alors en castes fermées, fonctionnaires, magistrats, colons. L'inégalité devient la règle. Pendant ce temps, des régions entières sombrent dans la violence. Brigands, mercenaires et déserteurs pillent les provinces sans rencontrer de réelle opposition. Les révoltes éclatent de partout, en Gaule, en Afrique, en Italie du Sud. L'autorité impériale est de plus en plus contestée et les populations, épuisées par la crise, se tournent vers les chefs locaux, les seigneurs de guerre ou les nouveaux rois barbares pour obtenir protection et sécurité. Le coup de grâce arrive en 395. Le décès de Théodose consacre la scission entre Orient et Occident. Deux mondes se font face. Un Orient stable, riche, héritier de l'hellénisme, et un Occident rural, paupérisé, presque livré à lui-même. Les forces de cohésion s'effondrent, et les divisions nationales, sociales, économiques, finissent par avoir raison du rêve d'unité romaine. Mais qu'advient-il après ? L'effondrement d'un empire aussi immense ne pouvait que bouleverser durablement toute l'Europe. À la place de Rome, ce sont désormais les royaumes barbares qui s'installent. En Italie, Théodoric le Grand, roi ostrogoth, tente de bâtir une nouvelle Rome sur les ruines de l'ancienne. Il gouverne avec sagesse, s'entoure de lettrés, restaure monuments et écoles, mais son royaume reste fragile. En Gaule, c'est le morcellement total. Wisigoths, Francs, Burgondes et quelques derniers Romains se disputent chaque parcelle de terre. Le chaos est partout, mais dans ce tumulte, une nouvelle force se dessine. Cette force, c'est Clovis, roi des Francs saliens. Stratège redoutable, il élimine ses rivaux, conquiert la Gaule, puis se convertit au christianisme catholique, gagnant ainsi le soutien de l'élite gallo-romaine et de l'Église. En battant Syagrius à Soissons, il met fin à la dernière poche d'autorité romaine. L'Europe change alors de visage. L'héritage romain se mélange aux traditions barbares. La religion chrétienne devient le ciment de nouveaux royaumes, et l'ancien empire cède la place à une mosaïque de peuples, de lois et de cultures. Mais l'esprit de Rome, lui, ne disparaîtra jamais vraiment. Car de ces ruines naîtront les nations, les idées et les rêves qui façonneront tout le Moyen-Âge, et bien au-delà. L'histoire de la chute de Rome n'est pas celle d'une simple invasion ou d'un effondrement soudain. C'est le récit d'une lente agonie, où se mêlent intrigues politiques, trahisons, crises économiques, mutations religieuses et bouleversements sociaux. Une histoire fascinante, où chaque détail compte et où, à chaque étape, un fil s'est rompu dans la grande tapisserie impériale. Mais au fond, une question demeure. Rome aurait-elle pu être sauvée ? Ou la fin était-elle inscrite dès le début dans les failles même de son système ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Si une seule chose avait été différente, l'histoire de l'Europe aurait-elle changé ? Partagez votre avis dans les commentaires et laissez-vous surprendre par ce que l'histoire a encore à révéler.